Donc, je voulais juste dire que j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc, la COVID chez les enfants, peut-être que vous n'avez entendu parler, peut-être que vous n'avez moins entendu parler. Donc, on sait qu'au 30 avril, la COVID-19 à travers le Québec avait fait près de 350 000 personnes avaient été infectées, ce qui est à peu près la grosseur de la ville de Gatineau, même un peu plus, incluant près de 11 000 décès, ce qui est à peu près la ville de Latuc ou Saint-Sauveur. Pour des raisons qui sont pas encore 100% claires, les enfants semblent être moins contagieux, surtout les très jeunes enfants. Puis, les enfants infectés sont très peu malades. C'est peut-être la raison pour laquelle ça avait été un peu moins discuté. Il y a eu beaucoup de peur au début de la pandémie, que est-ce que les enfants allaient propager la COVID-19 comme ils propagent les rhumes puis les gastro, mais c'est pas ce qu'on a vu. Puis en fait, alors que les très jeunes enfants puis les jeunes enfants sont en général plus sévèrement affectés par les maladies virales, pour la COVID-19, ça semble pas être le cas. Juste vous donner une idée, là, ça, c'est des données qui datent de là, 2 semaines. Mais à Sainte-Justine, depuis le début de la pandémie, en fait, au 27 avril, on n'avait aucun patient hospitalisé avec la COVID dans nos murs. Puis on avait eu 211 patients qui avaient été hospitalisés depuis le début de la pandémie. Si vous regardez ça avec les 600 hospitalisations qu'on a, j'ai pas regardé les chiffres ce matin, là, mais les 500 hospitalisations présentes pour les adultes à la grandeur de la province, ça vous montre qu'il y a vraiment une très faible proportion là, des patients qui sont hospitalisés qui sont des enfants. Puis, en fait, si on compare ça, il y a presque plus de gens qui ont eu la COVID parmi le personnel puis les médecins à Sainte-Justine que de patients qui ont été hospitalisés. On a quand même pris la peine de regarder avec des collègues de partout à travers le Canada les caractéristiques des enfants qui avaient été hospitalisés avec un PCA positif au SARS-CoV-2. C'est un article qui est présentement qui a été soumis pour publication, qu'on se croise les doigts, qui devrait être publié bientôt, qui dresse un peu le portrait là, de c'est qui ces enfants-là qui se ramassent hospitalisés. Juste vous donner un topo vite. Là. Donc, au 31 décembre 2020, quand on a fini notre première analyse intérimaire, on avait 264 patients qui avaient été hospitalisés. De ce nombre-là, il y en a 14 qui avaient été hospitalisés, plus des raisons de prévention, de contrôle des infections, des raisons sociales, donc des enfants qui vivaient soit dans d'autres milieux de vie, qui vivaient pas à la maison ou qui étaient dans des hôpitaux psychiatriques, par exemple, qui ont été transférés à Sainte-Justine dans d'autres hôpitaux pour éviter des éclosions. On a quand même 110, donc près de 40%, un peu plus de 40% qui étaient complètement asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils ont été hospitalisés, il y avait un PCA positif, mais le SARS-CoV-2, excusez-moi, était vraiment une découverte fortuite. Donc, on parle de patients là, qui avaient eu une fracture, qui devaient aller au bloc opératoire ou qui ont été hospitalisés pour d'autres raisons. Il y a beaucoup d'hôpitaux pédiatriques, en fait, qui ont, assez tôt dans la pandémie, qui ont instauré le dépistage systématique de tous les patients qui étaient hospitalisés. Donc, ça vient un peu de là, ce grand nombre-là. Ce qui en liste à peu près 150 qui a été hospitalisé pour des symptômes attribuables à la COVID. Donc, je fais juste une pause ici pour vous laisser digérer un peu le fait que depuis entre le 1er mars 2020 puis le 31 décembre 2020, c'est-à-dire 8 mois, à travers le pays, il y a seulement 150 enfants qui ont été hospitalisés avec des symptômes attribuables à la COVID. Évidemment, on ne s'est pas arrêté là. On a creusé un petit peu plus à savoir quelles étaient les caractéristiques de ces enfants-là. Donc, vous avez un peu le tableau démographique ici. Je vous souligne que, en fait, là, j'ai pas mis la barre à la bonne place, mais les enfants de moins d'1 an étaient quand même plus présents. Ça représentait 37% de notre échantillon. Puis l'autre groupe qui était un peu plus prévalent, c'était les ados. Mais quand on regarde par rapport à la sévérité, alors que les enfants de moins d'1 an étaient, somme toute, assez fréquemment hospitalisés, la plupart d'entre eux avaient été catégorisés comme étant des cas légers, alors que chez les ados, la proportion qui avait des manifestations plus sévères était plus grande. De façon non surprenante, si vous avez ouvert les journaux depuis 1 an, la majorité au 31 décembre venait soit du Québec ou de l'Ontario. Puis ce qui est intéressant, puis ce qui est peut-être à retenir, là, surtout pour ceux qui interagissent avec des
des patients pédiatriques puis leurs parents, c'est par rapport aux comorbidités. Donc, bien sûr, la majorité des patients avaient aucune comorbidité, mais c'est juste parce qu'il y a très peu d'enfants qui ont des maladies chroniques. Mais quand on regarde les maladies, les manifestations sévères de la maladie, les enfants avec une ou deux comorbidités étaient vraiment surreprésentés. Là, donc, ce qui nous fait penser que c'est un facteur de risque pour l'hospitalisation puis pour des manifestations plus sévères. Donc, même si les enfants n'ont pas été très malades, il est quand même clair que la pandémie a eu des effets sur certains éléments de leur santé. On a regardé avec des collègues, par exemple, juste ce qui s'est passé dans les urgences pédiatriques. Je n'ai pas besoin de vous dire la ligne en rose représente quelle année. Donc, il y a eu des énormes diminutions d'achalandage aux urgences pédiatriques. Une partie de ça, c'est des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que bon, il y a peut-être des patients qui historiquement avaient moins besoin de venir consulter qui maintenant restaient à la maison avec leur petit nez qui coule. On espère que puis on a des données préliminaires qui suggèrent que les bronchiolites, les crises d'asthme, tout ça a diminué, probablement à cause des mesures de santé publique. Mais quand même, on est en train de creuser un peu plus pour voir est-ce qu'il y a d'autres type de cas qui ne devraient pas avoir diminué. On parle au niveau diagnostic de cancer, par exemple, ou les abus physiques. Est-ce que ça a aussi diminué? Puis ça pourrait peut-être cacher quelque chose de plus négatif. Puis évidemment, la chose qui est très, très qui est assez flagrante là, si vous rentrez à Sainte-Justine dans les prochains jours, c'est la quantité d'ados qui sont hospitalisés. Donc, on a beaucoup d'adolescents avec des problèmes de santé mentale, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles de conduite alimentaire. Donc, il y a vraiment une épidémie là, de complications de santé mentale chez les jeunes dans le contexte de la COVID-19. Puis évidemment, les derniers développements, puis on pourra en parler lors de la discussion de la période de questions, c'est évidemment que l'annonce de la semaine dernière de l'approbation de la vaccination pour les ados de 12 à 17 ans. Donc, on espère que ça puisse peut-être amener une autre phase de la pandémie là, plus positive pour nos ados, mais on pourra en discuter un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il y en a de notre étude? Donc, notre étude, en fait, ça se basait sur le fait que moi, donc, je travaille à Sainte-Justine avec les patients hospitalisés, mais je travaille aussi à la clinique externe. Puis, une des clientèles vraiment clé à la clinique externe de pédiatrie de Sainte-Justine, c'est les patients avec asthme. L'asthme est la maladie la plus chronique, la maladie chronique la plus prévalente en pédiatrie. C'est à vrai 10% des enfants qui ont un diagnostic d'asthme. Puis évidemment, assez tôt, il y a eu des grandes inquiétudes de la part des parents à savoir s'ils devaient renvoyer leur enfant à l'école, s'ils étaient à risque d'attraper la COVID, de manifestations plus sévères. En rétrospective, on sait que l'asthme n'est pas un facteur de risque pour ni les hospitalisations, ni les cas sévères de la maladie, mais à ce moment-là, quand on a fait l'étude l'automne dernier, on ne le savait pas encore. Donc, on a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions de la part des parents qui étaient inquiets. Puis, un des éléments qu'on a, sur lesquels on les avait sondés à ce moment-là, c'était la vaccination. Puis, c'est les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude transversale par sondage en ligne, distribuée par courriel parmi les parents d'enfants qui étaient suivis à la clinique d'asthme entre le 30 juillet et le 14 août 2020. Dans mon langage, j'appelle ça le bon vieux temps. C'était pré-deuxième vague et pré-troisième vague aussi. Donc, on était vraiment dans un creux. Mais on sentait quand même qu'il y avait une certaine anxiété là, qui est en train de s'installer par rapport à la deuxième vague qu'on se doutait bien qu'elle allait arriver avec le retour à l'école. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté certaines informations, des informations que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, mais qu'on devrait être en mesure de publier bientôt là, par rapport à la perception du risque de COVID, la vaccination, puis aussi le retour à l'école, que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, là, mais je peux vous en glisser un mot si ça vous intéresse plus tard. Puis on était aussi, puis on leur fournit de l'information qui était à jour, puis d'une source
à laquelle ils pouvaient faire confiance. Là. C'était de l'information qui était écrite par des experts de COVID puis d'asthme à Sainte-Justine. Puis on leur a demandé après ça quelle était leur perception du risque par rapport à la COVID. Comme je l'ai dit aujourd'hui, on va focusser sur les résultats de l'étude sur la vaccination. Donc, quels sont ces résultats-là? Donc, on avait près de 580 parents qui avaient été approchés, qui étaient des parents de la clinique. On a eu un taux de réponse quand même pour une étude en plein milieu de l'été, quand même assez satisfaisant, là, qu'à près de 53 les caractéristiques socio-démographiques de l'échantillon sont devant vous. La chose peut-être que je vais vous noter, mais qui n'est pas vraiment surprenante si vous avez déjà mis les pieds dans un hôpital pédiatrique, c'est que, bon, il y a près de 95 de notre échantillon qui étaient des femmes. Ça représente quand même donc la plupart des parents qui viennent à la clinique, puis des parents qui sont responsables de la santé de leur enfant. Malheureusement, même en 2021, c'est souvent les mamans. Donc, c'est elles qui ont eu plus tendance à répondre au sondage. On avait 50 de l'échantillon qui venait de l'île de Montréal, mais vous pouvez voir qu'on ratisse quand même assez large là, à Sainte-Justine. On a aussi posé une batterie de tests là, dont je vous épargne les détails, là, mais par rapport à leur niveau d'anxiété, leur niveau d'inquiétude, le niveau de contrôle qu'ils croyaient avoir par rapport à prévenir l'infection à la COVID chez leur enfant, puis aussi s'ils avaient été en contact avec un professionnel. Qu'est-ce qu'il y en a des résultats? C'est des résultats préliminaires là, que je vous partage aujourd'hui. L'été dernier, on avait quand même 19,1 des parents qui disaient que c'était assez improbable ou très improbable qu'ils fassent vacciner leur enfant contre la COVID une fois que le vaccin allait devenir disponible. Évidemment, à ce moment-là, c'était une situation hypothétique puisque le vaccin n'était pas disponible. On se doutait que ça allait arriver. Il y avait quand même seulement là, 45 des parents qui disaient que c'était très probable qu'ils fassent vacciner leur enfant. Puis vous pouvez voir, on a posé la question à la fois faire vacciner leur enfant, puis on a demandé aux parents est-ce qu'eux-mêmes comptaient se faire vacciner. Puis vous voyez qu'il y a une grande corrélation. Là, la majorité des parents étaient concordants dans leur réponse par rapport à faire vacciner leur enfant versus eux-mêmes. Puis, je vous épargne les détails des statistiques de la chose, mais quand on a regardé un peu à savoir comment est-ce que les parents prenaient cette décision-là, on s'est rendu compte que souvent, en fait, la décision était prise par rapport à l'enfant en premier lieu, puis pour les parents par la suite. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les parents considéraient est-ce que je veux que mon enfant se fasse vacciner? Oui, non. Et puis, dépendamment de leur réponse, ils avaient tendance à eux-mêmes adopter la décision qu'ils avaient prise pour leur enfant. Donc, ce qui suggère que la santé des enfants est quand même assez centrale dans les décisions parentales par rapport à leur santé. Quand on a regardé quels étaient les facteurs déterminants de l'intention parentale de se faire vacciner, je suis désolé, j'ai volé cette diapo-là d'un de mes étudiants qui présentait ça dans un congrès récemment, j'ai oublié de la traduire, là. Mais en gros, donc c'est les parents, puis c'est un peu ce qui circule dans les médias présentement. Donc, les parents avec un niveau d'éducation qui était plus élevé et avaient plus de chances de mentionner vouloir faire vacciner leur enfant. Les parents qui étaient sur le marché du travail avaient plus de chances de mentionner que c'était très probable qu'ils fassent vacciner leur enfant. Ça, on pense que c'est probablement parce que le coût d'option d'avoir à manquer du travail parce que notre enfant est en quarantaine parce qu'il a attrapé la COVID était probablement plus grand. Tandis que si on est déjà à la maison, mais c'est peut-être moins grave, entre guillemets, là, si on est pris pour être 2 semaines à la maison avec notre enfant. De façon intéressante, quoi qu'il y a un peu de littérature là, pour supporter ça, les parents de filles avaient plus tendance à vouloir faire vacciner leur enfant que les parents de garçons. Il y a de la littérature intéressante qui suggère que, bon, c'est intuitif puis ça ne l'est pas, mais
ceux qui ont à la fois des filles et des garçons à la maison ne seront pas nécessairement surpris. On a tendance à penser aux risques pour nos enfants différemment, de la même façon qu'on permet aux petits garçons d'être un peu plus cow-boy puis aux filles un peu moins. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable par rapport à la COVID? C'est une piste d'explication. Les parents dont l'enfant avait une autre maladie chronique que l'asthme, donc si on était à 2 ou 3 maladies chroniques, évidemment, ces parents-là jugeaient leur enfant comme étant plus à risque, puis avaient plus de chances de vouloir faire vacciner leur enfant. Un des déterminants vraiment forts de l'intention vaccinale, c'était s'il avait reçu le vaccin d'influenza dans l'année précédente. Donc, ce qui est probablement un proxy pour juste une disposition par rapport au vaccin. Puis bon, on y reviendra, là, mais il y a peut-être un peu aussi dans leur relation avec le système de santé. Les parents qui avaient été en contact avec un professionnel de la santé depuis le début de la pandémie. Donc, entre mars puis août, on avait à peu près 50% de notre échantillon qui avait été en contact avec soit un médecin de famille, un pédiatre, une infirmière. Donc, ceux qui avaient eu ce contact-là avaient plus de chances là, de vouloir faire vacciner leur enfant. Puis finalement, ceux qui étaient en général de tempérament plus anxieux, avaient aussi tendance à être plus nombreux là, parmi ceux qui comptaient faire vacciner leur enfant. Donc, les caractéristiques, là, je vous les ai notées ici, qui étaient associées avec une plus grande probabilité de vouloir faire vacciner leur enfant. Et inversement, il y a beaucoup d'autres variables qu'on a explorées, mais qui ne sont pas révélées étant statistiquement significatives. Je vous les liste là. Il y en a quelques-unes qui sont un peu surprenantes, il y en a d'autres qui le sont un peu moins, mais quand même, il y avait beaucoup de choses qui, une fois qu'on a ajusté pour tout ça, qui n'étaient pas significatives, par la suite, je vous mentionnerai pas, je vous présenterai pas le détail de l'étude aujourd'hui, mais on avait quand même fait une autre étude dans un centre de services scolaires là, de la grande région de Montréal. Puis un des éléments là, qui était aussi associé avec une probabilité de vouloir se faire vacciner, c'était les parents qui étaient nés au Québec versus les immigrants. Donc, les parents qui étaient issus de l'immigration, que ce soit de l'immigration récente ou plus distante, avaient un peu moins l'intention de faire vacciner leur enfant par rapport aux parents qui étaient nés au Québec. Donc, puis un peu, c'est ça. Donc, comme je vous disais, certains éléments qui étaient un peu surprenants, là, comme n'ayant pas un effet statistiquement significatif, c'était le contrôle que les gens pensaient par rapport à prévenir une infection à la COVID, la perception du risque d'infection, donc est-ce qu'ils pensaient que leur enfant était à haut risque d'être infecté ou faible risque, ça semblait pas jouer. Le niveau d'inquiétude par rapport à la COVID, est-ce qu'ils étaient bien inquiets ou comme assez mollo? Puis, comme je vous disais, l'intention des parents de se faire vacciner eux-mêmes était presque entièrement dictée par l'intention de vacciner leur enfant. Donc, en conclusion, parce que je voulais laisser plus de temps pour la conversation, donc près d'un parent sur 4 là, l'été dernier n'aurait pas fait vacciner leur enfant si un vaccin avait été disponible. L'historique de vaccination contre l'influenza est un facteur important. La même chose avec un contact avec un professionnel de la santé. Puis, je pense que ce qui est important, c'est que de se souvenir que le développement d'un vaccin, c'est une chose, mais les efforts de vaccination, ça en est un autre. Puis, je pense que c'est très important là, d'explorer un peu les facteurs qui sont associés à l'hésitation vaccinale. Puis, pas juste de les décrire, mais aussi de faire quelque chose par rapport à ça dans nos techniques. Puis, on entend beaucoup parler des anti-vaccins dans les médias. Je pense qu'ils sont très vocaux, sont très présents dans l'espace public, puis sur les réseaux sociaux. Mais dans mon expérience, il y a quand même un certain nombre de gens parmi le quart des patients, des parents que je vous présentais. C'est surtout plus des citoyens qui ont des doutes, qui ont des questions sur la vaccination.
puis qui sont juste pas certains puis qui veulent avoir des réponses avant de se lancer. Donc, tu sais, parmi mes suggestions de stratégie là, pour encourager la vaccination, c'est une liste évidemment qui est non exhaustive. Là. Tu sais, rendre le vaccin facilement accessible. Donc, on en parlait un peu encore une fois dans la presse ce matin sur le fait que de rendre le vaccin disponible près de la maison, ça pouvait avoir un impact probablement spécifiquement pour certaines communautés. Qui vont peut-être moins avoir tendance à voyager, pour qui se déplacer, c'est peut-être plus difficile pour avoir le vaccin. Je pense qu'il faut activement combattre les fausses informations. Je pense qu'on vit malheureusement dans un environnement où c'est difficile de complètement les éliminer, mais je pense que les efforts pour les combattre puis de fournir de l'information qui est véridique puis fiable est quand même très important. L'utilisation de narratifs, il faut faire très attention dans la façon dont on parle d'expérience personnelle, mais je pense que à la fois le gouvernement, puis comme professionnel de la santé, de parler de façon anonyme de gens qui ont souffert de la COVID, puis inversement, là, pour ce qui est de la vaccination, de gens qui ont eu leur dose de vaccin, puis que ça n'a pas été la fin du monde, qui n'ont pas été couchés pendant comme 4 jours à pas être capable de rien faire. Tu sais, oui, il y a les statistiques, mais je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, les histoires personnelles sont presque aussi parlantes, sinon plus. Oui, utiliser des sources fiables, mais aussi les sources que les gens connaissent. Donc, c'est un petit peu moins présent là, récemment, mais cet automne, il y avait quand même eu des efforts de la part des autorités gouvernementales pour aller chercher donc des comédiens, des humoristes, des gens que certains groupes de la population, comme les plus jeunes, peut-être qu'ils se rejoignent moins dans Monsieur Legault, puis qu'ils se rejoindraient plus dans des gens qui leur parlent puis qui connaissent, même si c'est pas personnellement. Éviter les ratés. Donc, on a parlé des longues files au dépistage l'automne dernier, puis ça a découragé des gens d'aller se faire dépister. Même chose. On est chanceux que la vaccination se déroule beaucoup plus rondement, mais je pense que c'est un des succès. Je pense que c'est important de parler aussi de l'altruisme envers les gens qui sont vulnérables. Donc, tu sais, un des résultats que je vous ai pas montré aujourd'hui, mais on avait fait une étude avec des collègues à Sainte-Justine pour montrer que un des éléments les plus importants dans l'intention de respecter les mesures sanitaires parmi les ados et les jeunes adultes, c'était de protéger les gens vulnérables autour d'eux. Mais je pense que c'est aussi important de parler de l'impact sur les vies personnelles, là, comme je vous parlais en introduction. Les ados ont beaucoup souffert, les jeunes adultes également, de la pandémie. Donc, de parler de la vaccination comme étant un des moyens de retourner à une vie plus normale, puis d'arrêter de souffrir est peut-être parlant pour eux. Je pense qu'il y a un effet levier très important des professionnels de la santé. Je pense que vous avez un rôle important à jouer sur la vaccination, puis sur fournir de l'information viable. Puis d'être aussi transparent par rapport aux défis. Là, on a joué un petit peu avec ça au niveau du gouvernement, puis même au niveau des autorités sanitaires de santé publique. Mais oui, quand il y a des défis, je pense que de les cacher sous le tapis, puis de laisser les journalistes ressortir ça 2-3 semaines plus tard, c'est pas à l'avantage de personne. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, puis il y a beaucoup de gens aussi qui ont appris qu'on ne sait pas grand-chose de cette pandémie-là. Moi, il y a plein de choses que je pensais qui étaient dont je croyais qui étaient véridiques il y a quelques mois, puis la science a changé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches qui se fait sur la COVID. On en apprend énormément, mais on a évidemment encore beaucoup à apprendre. Puis je pense que c'est important que les gens aient une première expérience positive. Puis eux personnellement, mais aussi qu'ils voient que les choses se passent bien. Puis, tu sais, je pense que mon impression, c'est que quand les gens voient que les choses se passent bien, que d'autres gens se font vacciner, que d'autres gens respectent les règles, je pense qu'ils ont plus de chances d'adhérer. Puis je pense que c'est important, là, comme je vous disais, d'avoir des projets de recherche qui sont très pratico-pratiques sur les changements de comportement. Alors, sur ça, je vais terminer ici. Je voudrais remercier mes co-auteurs, donc Roxane Borges de Silva et Claude Beaumarquette, puis aussi Alexandre Prudhomme, qui est un analyste qui travaille avec nous, puis 2 étudiants qui travaillent avec moi, là, Pierre Fontaine puis Yann Arnaud. Je voulais remercier nos sources de financement, puis je vais prendre des questions.
J'ai trouvé ça bien intéressant. Au départ, les données sur tout ce qui est colligé sur les enfants et tout ça, on le voit dans la réalité vraie que les enfants sont peu malades. De voir les données, ça vient encore plus nous prouver qu'ils sont peu malades, qu'ils sont peu hospitalisés, qu'ils ont peu de conséquences. Donc, ce qui peut faire en sorte que le parent va être moins porté à vouloir les faire vacciner parce qu'ils sont peu atteints. Mais bon. Aussi, je trouvais ça intéressant que vous disiez que la plupart du temps, c'est les femmes qui vont dans les soins de santé avec les enfants parce que c'est ce qu'on voit en vaccination, puis c'est ce qu'on voit souvent quand on va à domicile en visite postnatale, c'est les mamans qui sont le plus présentes. De plus en plus, les papas sont là, mais la plupart du temps, c'est la maman. Donc, ça aussi, je trouvais ça intéressant que même s'ils sont malades et qui ont des maladies chroniques, c'est plus souvent la mère que le papa qui va venir. Par rapport aux deux groupes différents de parents, moi, je dirais qu'il y en a trois. Ouais. Il y a ceux qui veulent les faire vacciner. 2, il y a ceux qui veulent pas les faire vacciner. Puis 3, il y a ceux qui sont dans le doute. Ceux qui veulent pas les faire vacciner, on les voit pas. Ceux qui veulent, ils viennent sans problème, mais ceux qui sont en doute puis qui viennent dans nos bureaux ou dans nos salles ou dans nos cliniques de vaccination, c'est avec eux qu'on doit prendre le temps. Puis c'est sûr qu'en vaccination massive, je me pose la question si le temps va être là, parce que c'est des rendez-vous un par derrière l'autre, mais il faut prendre le temps parce que le parent, il vient, mais il est pas sûr. Nous, on a été formés, les infirmières en petite enfance, pour faire de l'entretien motivationnel par rapport à ça. Donc, il faut toujours demander c'est quoi leur questionnement, leur refléter puis leur demander si on peut leur donner de l'information. Puis à ce moment-là, s'ils sont pas ouverts, ils vont dire non, je veux pas savoir, je veux juste que tu me dises oui ou non, je le fais vacciner ou pas. Mais ça m'appartient pas à moi. Mais c'est de les écouter puis de leur donner les explications que nous, en tant que professionnels de la santé, on doit vendre notre vaccination. Puis des fois, ils repartent puis ils sont pas certains, mais on a peut-être semé une petite graine puis ils finissent par adhérer, mais ils ont besoin d'avoir cette information-là. Moi, je rajouterais qu'il faudrait avoir peut-être plus de publicité de la part du gouvernement, qui en est partout. Il y a on en voit plein de publicités sur la COVID-19, mais c'est toujours plus par rapport aux adultes. Donc, pourquoi pas faire les mêmes affiches dans les abribus, mais avec des enfants pour justement inciter, puis pour que le parent le voit aussi. Puis, on doit aussi combattre les fausses informations. Donc, il faut toujours écouter le parent puis de voir avec eux comment on peut les aider à prendre la bonne décision qu'eux, qu'ils veulent prendre. Parce que il faut pas qu'ils remettent leur décision à nous, c'est leur décision à eux. Mais voilà, c'est de les convaincre. Il y a plein de façons de les convaincre, mais on peut pas leur dire quoi faire. C'est à eux de décider, puis c'est de les amener à prendre cette décision-là. Mais voilà, c'était bien intéressant.